Il semble qu'il y ait eu un malentendu, madame. Nous devons vous déplacer pour accueillir l'un de nos passagers VIP. Jessica, l'hôtesse de l'air, prit la parole d'un ton hautain, tout en restant polie. Ce siège est réservé exclusivement à nos membres Platinum. Vous n'êtes pas éligible pour vous asseoir ici. Juste derrière elle se tenait Karen Whitfield, une femme blanche élégamment vêtue, dont la montre de luxe brillait sous les lumières de la cabine de première classe. Elle tapotait impatiemment du doigt la petite table devant le siège 2A, son regard irrité se tournant vers Maya Richardson. Pour Karen, le siège 2A n'était pas qu'un simple siège, c'était son domaine personnel, un privilège incontesté qu'elle considérait comme sien de droit. Je m'y assieds toujours. C'est presque mon siège, murmura Karen assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent, d'une voix teintée d'arrogance et de dédain. Maya leva les yeux, calme, mais avec une lueur de surprise dans le regard. Elle avait réservé longtemps à l'avance, payé la totalité de son séjour, était arrivée à l'heure et était incontestablement une véritable membre Platinum. Et pourtant, à cause de son apparence et de sa couleur de peau, sa place légitime était soudainement devenue inconfortable. Sans se presser, Maya ouvrit son portefeuille, sortit sa carte Platinum et la tendit fermement à Jessica. « Je suis membre Platinum, et cette place m'est attribuée. » Le sourire poli de Jessica se figea. Une lueur de surprise traversa son visage, mais elle reprit rapidement sa dureté habituelle, celle d'une personne habituée à accueillir les privilégiés. « Je comprends, madame, mais cette place est généralement réservée à un invité encore plus distingué, dit-elle en jetant un regard appuyé à Karen Whitfield et en ajoutant « l'une de nos habituées des cabines Platinum ». Le sous-entendu était clair, Maya n'avait absolument rien à faire ici. Non loin de là, les passagers avaient commencé à s'en apercevoir. Quelques téléphones en étaient sortis. Des regards curieux et indignés se répandirent dans la cabine. Pourtant, aucun d'eux, ni Jessica, ni Karen, ni aucun autre passager de ce vol ne réalisait que ce petit acte de discrimination allait bientôt plonger Skylux Airlines dans une crise sans précédent. La femme qu'ils licenciaient aujourd'hui tiendrait leur sort entre ses mains demain. Ce matin-là, une douce lumière ambrée avait traversé les hublots de l'aéroport international de Los Angeles, illuminant le salon de première classe. Maya Richardson était arrivée avec l'assurance qui la caractérisait, marchant d'un pas assuré, son sac d'ordinateur portable à la main, les boucles soigneusement coiffées, le regard brillant et la posture posée d'une dirigeante moderne. À 32 ans, Maya était PDG et fondatrice de RigTech Solutions, une entreprise d'intelligence artificielle d'1 milliard de dollars, pionnière dans les outils de réduction des billets dans le service client. Elle se rendait à New York pour prononcer le discours d'ouverture de la conférence mondiale sur l'éthique et la technologie, où elle a été saluée comme la star de la prochaine génération de dirigeants. Maya avait choisi le siège 2A, un emplacement côté hublot, tout à l'avant de la cabine, réputé pour son confort et son espace de travail idéal. C'était le siège qu'elle avait réservé des semaines auparavant, payé avec son billet de première classe et confirmé par son adhésion Platinum, le niveau de fidélité le plus élevé de Skylux. Pourtant, quelques minutes seulement après s'être installée, Maya sentit le regard froid d'une femme blanche bien habillée embarquant derrière elle. Karen Whitfield, cliente de longue date de Skylux, tristement célèbre dans le monde des affaires pour ses exigences et son penchant à faire sursauter les hôtesses de l'air, s'arrêta à côté de Maya, jeta un coup d'œil à son billet, puis la regarda d'un air sévère. « Ce siège 2A est toujours le mien. Je m'y installe à chaque vol. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Maya, elles étaient une proclamation adressée à tous les passagers à portée d'oreille. Aussitôt, la tension monta dans la cabine. Menée par l'hôtesse de l'air Jessica Miller, habituée à apaiser les VIP, elle s'approcha avec un sourire gêné, poli mais glacial. « Pardonnez-moi, madame, mais il semble qu'il y ait eu une confusion. Nous avons besoin que vous vous déplaciez pour que nous puissions installer notre invité platine habituel. » Maya leva les yeux, garda son sourire courtois et présenta calmement sa carte Platinum et sa carte d'embarquement. « Je suis membre Skylux Platinum, et voici le siège qui m'est attribué. Je l'ai réservé il y a 2 semaines. » Jessica jeta un coup d'œil à la carte. La surprise traversa son visage professionnel avant de disparaître. Son regard passa de Maya à Karen, comme pour rechercher l'approbation de la passagère la plus aisée plutôt que pour appliquer la politique de la compagnie. Karen tapota sa montre avec impatience et déclara d'une voix forte, « Ce siège est le mien. Je m'y assois toujours sur mon vol habituel. » Des murmures et des exclamations murmurées parcoururent la cabine. Les passagers échangèrent des regards, oscillant entre sympathie et stupeur. Maya comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple siège.
C'était un moment où tous les regards, amis comme ennemis, se braquaient sur elle. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cet acte mesquin de discrimination marquerait le début de la chute de Skylux. Malgré tout cela, Maya Richardson resta assise en cabine 2A, ferme et impassible. Le regard inflexible, elle était déterminée à ne pas céder à l'injustice, si minime soit-elle. L'air de la cabine de première classe était encore plus étouffant après la réponse ferme de Maya. Jessica Miller resta silencieuse quelques secondes, son regard passant de la carte platine que Maya tenait à la main au visage de Karen Whitfield, puis balayant les sièges moelleux, longtemps réservés aux habitués de la haute société comme Karen. L'hésitation de Jessica n'était pas seulement protocolaire. Dans chaque geste, chaque regard transparaissait l'ombre d'un système de valeurs implicites, qui réservait ses faveurs aux habitués, à ceux qui correspondaient à l'image idéale de la compagnie aérienne. Jessica se pencha légèrement, baissant la voix pour tenter de paraître douce, quoique toujours chargée de pression. « Je comprends, mademoiselle Richardson, mais ce siège est généralement réservé à nos membres platinum de longue date, comme mademoiselle Whitfield. J'espère que vous comprendrez. Puis-je vous proposer un autre siège en première classe avec les mêmes prestations? Nous souhaitons simplement nous assurer que nos fidèles clients bénéficient du meilleur service possible. » Ailleurs, cela aurait pu paraître diplomatique, mais ici, cela ne faisait que mettre à nu les préjugés ancrés dans l'éthique de service du transporteur, des mots polis masquant l'exclusion, un déni de la place légitime de Maya. Maya le reconnut, mais son regard resta fixe. Elle regarda Jessica dans les yeux et parla calmement mais résolument, sans la moindre concession. « Merci, mais j'ai réservé cette place bien à l'avance. Je suis membre Platinum et j'ai suivi la procédure de réservation. Je ne peux pas changer de place. » Bien que prononcé à voix basse, le refus de Maya a provoqué un écho silencieux dans la cabine. Certains passagers ont échangé des regards inquiets. D'autres ont observé en silence, leur téléphone déjà braqué sur la scène. À cet instant, la discrimination a cessé d'être un sujet de conversation sous-jacent. Elle est devenue le sujet de conversation explicite, confrontant un préjugé que beaucoup avaient supposé mais rarement reconnu. Karen Whitfield, sa kermesse à la main, vêtue d'un tailleur gris impeccablement coupé, les cheveux impeccablement coiffés, laissait maintenant transparaître son mécontentement. L'aplomb posé d'une dame de la haute société laissait place à un air renfrogné et à une irritation évidente. Aux yeux de Karen, Maya était une intruse, non pas à cause de sa jeunesse ou de sa tenue simple, mais à cause de sa peau plus foncée et de son audace à défier les privilèges établis. Karen parcourut la cabine du regard, puis se pencha vers elle, d'une voix chuchotée mais autoritaire. « J'espère sincèrement que ce vol ne sera pas retardé à cause d'une si petite erreur. Mademoiselle Miller, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? » C'était plus qu'une remarque. C'était un ordre tacite adressé à Jessica concernant le statut et l'influence de Karen sur ce vol. Karen n'avait pas besoin de le dire ouvertement, elle savait pertinemment à quel point la compagnie aérienne l'appréciait, lui laissant toujours de généreux pourboires après chaque voyage. Dans cette comédie familière, Karen déplia discrètement une pile de billets et les glissa dans la poche du manteau de Jessica tout en faisant semblant de ranger son sac dans le compartiment supérieur. Un contact subtil, un regard entendu, et Jessica comprit. Ce bref instant clandestin marqua un franchissement irréversible. D'un favoritisme tacite envers les habitués, Jessica s'était volontairement faite complice, acceptant l'argent de Karen en échange de son silence et d'un traitement de faveur. Ce qui avait été autrefois son secret professionnel s'était transformé en un pot de vin éhonté, voilé par le luxe et l'autorité d'une VIP. Dehors, la musique de la cabine jouait et le service continuait comme d'habitude, masquant la tension qui couvait en dessous. Mais au cœur de la première classe, les masques tombaient, révélant la vérité crue sur les préjugés, le pouvoir et les efforts que l'on est prêt à déployer pour satisfaire une poignée d'élus. De son siège, Maya percevait chaque courant sous-jacent, mais elle restait droite, les yeux rivés au hublot, la main serrée sur sa carte d'embarquement et sa carte Platinum. Elle savait que ce n'était pas fini, à cet instant, une véritable confrontation avait commencé, un affrontement entre un héritage de préjugés et la promesse de justice. L'air dans la cabine de première classe s'alourdit, tel un nuage chargé d'électricité attendant une étincelle. Jessica jeta un regard discret vers l'avant, et Trevor Davis arriva. Connu des passagers et de l'équipage comme un homme à l'autorité incarnée, la présence du superviseur de première classe tint les hôtesses de l'air en haleine. Il ne s'embarrassa pas de politesse. D'un pas décidé et d'une prestance imposante, il bloqua l'allée, se penchant vers le siège de Maya. Son regard était froid et autoritaire. « Mademoiselle Richardson,
je suis le superviseur de première classe de ce vol, annonça-t-il d'une voix basse mais suffisamment ferme pour que tous les passagers puissent l'entendre. Il semble y avoir une erreur de placement. Ce siège est toujours réservé à nos clients prioritaires. Nous vous demandons de coopérer et de vous déplacer vers un autre siège afin que nous puissions accueillir l'un de nos clients de longue date. Les expressions « particulièrement prioritaires » et « mécènes de longue date » n'étaient pas de simples explications, c'étaient des aiguilles acérées visant la fierté de Maya et quiconque s'était déjà senti exclu parce qu'il n'appartenait pas à cette poignée de privilégiés. Maya croisa calmement le regard de Trevor. « Monsieur Davis, je suis membre Platinum. C'est la place qui m'était attribuée sur mon billet, et je l'ai réservée comme tout le monde. Je n'ai aucune raison de la céder. » Le visage de Trevor s'assombrit, un sourire forcé se dessinant sur ses lèvres. Baissant la voix jusqu'à un murmure adressé uniquement à Maya, il l'avertit, « Vous devriez reconsidérer votre attitude. Nous ne voulons pas faire d'histoire, mais je peux vous rendre l'expérience très désagréable. Ne vous battez pas contre le système, mademoiselle Richardson. » Ces paroles étaient à la fois une menace et une déclaration du pouvoir absolu qu'il croyait exercer à 9000 mètres d'altitude. Non loin de là, des passagers se penchaient, captivés. Certains échangeaient des regards indignés. D'autres sortaient discrètement leur téléphone, les caméras déjà en marche. Une femme d'âge moyen murmura à sa voisine, « C'est clairement de la discrimination », tout en montrant sa carte Platinum en guise de protestation discrète. Pendant ce temps, Karen Whitfield était assise contre la paroi de la cabine, serrant son sac à main de créateur, un sourire triomphant aux lèvres, comme si elle avait reconquis son territoire. Son regard errait tel un général surveillant le champ de bataille, chaque geste, chaque regard transpirait de l'autosatisfaction de quelqu'un habitué à être servi aux dépens d'autrui. Maya resta impassible, assise bien droite, avec une détermination d'acier. Sa présence était plus que celle d'une passagère lésée, elle était devenue le symbole de tous ceux qui étaient marginalisés par des règles invisibles de privilège. Constatant l'échec de la persuasion, de la coercition et même des menaces, Trevor finit par perdre son sang-froid. Se redressant, il fit signe à Jessica et annonça froidement à toute la cabine, « Si elle refuse toujours d'obtempérer, je le signalerai au capitaine. Mademoiselle Richardson, c'est votre dernière chance de changer de siège volontairement. » Jessica se déplaçait mal à l'aise à côté de lui, l'inquiétude se lisant sur son visage, même si elle tentait de dissimuler sa complicité. Karen pinça les lèvres, comme si elle pressentait déjà sa victoire finale. Mais la cabine de première classe n'était plus uniquement régie par des règles tacites. L'attention concentrée des passagers, le silence des caméras et les murmures grandissants dessinaient un tableau clair du pouvoir et des privilèges archaïques tremblant devant un changement inévitable. Et Maya, assise fièrement au cœur de la tempête, savait que la marée allait déferler. Un appel de plus, et tout échapperait au contrôle de Trevor. Trevor appuya sur le bouton de son casque pour avertir le commandant de bord, son regard prêt à déchaîner toute la fureur d'un système menacé par le courage d'une jeune femme. La tempête avait véritablement commencé, et personne en première classe n'osait respirer profondément en attendant le dénouement de cette confrontation sans précédent. Moins de 2 minutes plus tard, le silence régnait dans la cabine de première classe, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À l'avant de la cabine, la porte du cockpit s'ouvrit brusquement et le capitaine James Reynolds en sortit d'un pas mesuré et autoritaire. Son uniforme était impeccable, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, et ses yeux gris brillaient d'une puissance tranquille affinée pendant 3 décennies dans le ciel. C'était l'expression d'un homme habitué à avoir le dernier mot et à imposer un respect absolu. Reynolds s'arrêta près de Trevor, jeta un coup d'œil à Jessica, puis fixa Maya du regard. Il ne sourit pas et n'échangea pas de plaisanterie. Au lieu de cela, il alla droit au but d'une voix basse mais sonore qui captura l'attention de toute la cabine. « Mademoiselle Richardson, j'ai été informé d'un problème de siège en première classe. Conformément à la politique de Skylux Airlines, mon équipage est pleinement habilité à ajuster les sièges passagers afin d'assurer le confort et la satisfaction de nos clients réguliers. » Il laissa ces mots planer dans l'air, regardant Maya droit dans les yeux, puis poursuivit avec une pression délibérée, « Je vous demande de coopérer en changeant de siège en première classe. Si vous persistez à refuser, je n'aurai d'autre choix que de demander l'intervention de la sécurité de l'aéroport. Veuillez reconsidérer votre décision. » À cet instant, la notion de service client s'est révélée être un ultimatum brutal, s'incliner devant des privilèges invisibles ou affronter la force d'un système suffisamment puissant pour écraser quiconque le défie. La présence du commandant de bord, symbole ultime de l'autorité en vol, avivait la tension. Il n'y avait plus aucune douceur,
plus aucune trace de compromis poli. Ils étaient entrés dans une zone sans compromis. Dans la cabine, tous les regards se tournèrent vers Maya. Certains passagers retinrent leur souffle, d'autres échangèrent des regards inquiets, et quelques-uns enregistrèrent discrètement la confrontation, espérant immortaliser le point de rupture. La pression à l'intérieur l'emportait sur la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Maya inspira profondément, conservant une parfaite maîtrise de soi et un contact visuel constant. Ses lèvres pincées exprimaient une résolution sereine, sans trahir aucune peur. Levant les yeux vers le capitaine Reynolds, elle parla avec une force calme, mot pour mot. « Je respecte les règles de sécurité, mais je suis aussi un membre Platinum qui a réservé ce siège en toute légalité. Je ne renoncerai pas à la place que j'ai achetée simplement parce qu'un autre client régulier la préfère. » Un silence pesant s'ensuivit. La patience de Reynolds s'évanouit, remplacée par l'irritation et la confusion rare que l'on ressent lorsqu'on rencontre une résistance sur l'un de ses vols. Trevor se tenait derrière lui, les bras croisés, les yeux rivés sur Maya, tandis que Jessica rôdait nerveusement non pas pour Maya, mais pour la façade soignée de la compagnie aérienne, désormais au bord du gouffre. Le ton de Reynolds se durcit. « Si vous persistez, je vais devoir appeler la sécurité. C'est mon dernier avertissement. » Un murmure d'indignation parcourut la cabine. Un homme d'un certain âge secoua la tête, incrédule. Une jeune femme murmura à sa voisine, « Incroyable. Il la brutalise juste parce qu'elle n'est pas une de leurs habituées. » Pourtant, personne n'osa s'exprimer. Le poids de l'uniforme du capitaine régnait toujours sur le ciel. Maya resta calme et hocha légèrement la tête, son regard plongeant dans celui de Reynolds, inébranlable. « Fais ce que tu penses être juste. Je ferai ce que je crois être juste. » Sur ce, la décision fut prise. Reynolds tapota son casque pour appeler la sécurité au sol via Trevor. La cabine de première classe se figea. Des regards curieux et indignés, des soupirs discrets et le léger tapotement des doigts sur les écrans de téléphone soulignaient une comédie noire de pouvoir, de privilège et de courage, sur le point de s'achever. Quelque part derrière cette porte close, les pas de la sécurité se rapprochaient. Maya Richardson, jeune PDG noire d'une détermination remarquable, s'est retrouvée confrontée non seulement aux préjugés et à une autorité invisible, mais aussi à un système prêt à l'expulser des plus hauts échelons d'un simple ordre. À partir de ce moment charnière, son histoire a transcendé l'espace exigu d'un siège d'avion, déclenchant un élan de résistance contre l'injustice qui allait s'avérer impossible à apaiser. La porte de la cabine s'ouvrit avec un léger clic, se fondant dans l'atmosphère survoltée de la première classe, où tous les regards étaient rivés sur le face-à-face tendu entre Maya Richardson et le puissant trio représentant Skylex Airlines. Les battements de cœur semblèrent ralentir lorsque deux agents de sécurité en uniforme apparurent à l'entrée, le visage sévère, avançant d'un pas décidé dans l'allée moquettée vers le siège 2A. La présence imposante de leurs uniformes bleu foncé imprégnait la cabine, amplifiant la tension qui régnait déjà dans l'espace. Les passagers, autrefois perçus comme de simples spectateurs, étaient désormais emportés par le tourbillon d'injustice qui tournait autour de Maya. Des murmures résonnaient dans l'air, les respirations s'accéléraient, et le conflit palpable des privilèges créait un bourdonnement invisible que chacun pouvait ressentir. Assise bien droite, Maya tenait fermement son téléphone, les yeux fixés sur les policiers qui approchaient. Il n'y avait aucune trace de peur, aucune trace d'arrogance, seulement une dignité calme et résolue. En d'autres circonstances, un tel sang-froid aurait imposé le respect. Mais pour le trio d'autorité, ce n'était rien de plus qu'un obstacle tenace, un problème à résoudre. « Madame, veuillez rassembler vos affaires et quitter ce siège », a déclaré un officier d'un ton posé et serein, comme s'il appliquait une procédure de routine plutôt que de commettre une injustice flagrante. Demande de l'équipage. Sans hésiter, Maya a activé l'appareil photo de son téléphone et a commencé à enregistrer. Elle a parlé avec précision, articulant clairement chaque mot afin que le microphone puisse capter sa déclaration dans son intégralité. « Je suis Maya Richardson, membre Platinum. Cette place m'a été légitimement réservée. On m'a demandé de partir sans aucune explication ni allégation de faute. » Le visage de Trevor Davis se crispa, son poing serré. Jessica Miller détourna le regard, les larmes menaçant de couler, mais elle manqua de courage pour s'exprimer. Pendant ce temps, Karen Whitfield était assise, son sac Hermès posé sur ses genoux, une satisfaction froide gravée sur son visage. Chaque pli de sa bouche célébrait ce qu'elle percevait comme une victoire, inconsciente du prix qu'elle et ses alliés privilégiés paieraient un jour. Les policiers réitérèrent leur demande, mais aucun n'osa soutenir longtemps le regard de Maya.
Sous la douce lumière dorée de la cabine, la dure vérité se profilait, il ne rendait pas justice. Au contraire, il servait d'exécuteur d'un système défaillant, manipulé par ceux qui craignaient de perdre leur fragile emprise sur le pouvoir. Maya le savait, mais refusa de discuter. Elle maintint son appareil photo immobile, capturant le regard glacial de Trevor, le malaise de Jessica et même le capitaine Reynolds, debout à l'écart, les bras croisés en signe de désapprobation silencieuse. Pourriez-vous m'expliquer exactement pourquoi on me renvoie, alors que je détiens un billet valide, un siège confirmé et un statut platinum? Suis-je déplacé simplement parce qu'un autre passager préfère cette place? L'officier échangea des regards inquiets avant de répondre d'un ton machinal, nous suivons les instructions de l'équipage. Veuillez vous y conformer, sinon des mesures coercitives seront prises. Des murmures de mécontentement se sont répandus en première classe. Une femme d'âge moyen, au rang 3B, a parlé plus fort qu'avant, c'est injuste. Elle n'a rien fait de mal. De l'autre côté de l'allée, un homme plus âgé a secoué la tête et a murmuré à son voisin, elle a un billet de première classe et une carte de membre. Maintenant, il la traite comme une criminelle. Les téléphones ont cliqué. Certains passagers ont commencé à diffuser en direct, et les commentaires indignés ont afflué, discrimination en temps réel. Incroyable. Est-ce vraiment l'Amérique de 2025? Justice pour Maya. Mais Maya refusa de céder. Méthodiquement, elle rangea son ordinateur portable, ses documents et son petit sac à main, chaque geste délibéré étant un acte silencieux de dignité. S'ils avaient l'intention de l'humilier, ils seraient témoins de son inébranlable respect d'elle-même. En se relevant, l'espace entre Maya et Karen ressemblait à un champ de bataille. D'un côté se dressaient des privilèges archaïques ancrés dans la couleur de peau et le statut social, de l'autre, une nouvelle génération osait exiger justice et égalité. Le sourire suffisant de Karen trahissait sa conviction d'avoir gagné, tandis que Jessica, les mains tremblantes de honte, manquait encore de courage pour corriger le tir. Trevor se contenta d'un signe de tête adressé à la sécurité, comme pour valider une tâche. Alors que Maya était escortée hors de la première classe, des dizaines d'yeux la suivaient, certains compatissants, d'autres admiratifs, d'autres encore chargés de culpabilité d'avoir été témoins d'une cruauté qu'ils ne pouvaient ni n'osaient arrêter. Un jeune homme s'est levé, téléphone à la main, criant « Elle n'a rien fait de mal ». C'est de la discrimination. Non loin de là, une femme pleurait doucement, sanglotant à son amie, c'est la première femme noire que je vois se défendre en première classe. Mais tous restèrent impuissants tandis que Maya était conduite dans l'allée. Ses pas et les parettes des officiers formaient un rythme lugubre qui résonnait dans le couloir de l'aéroport. Dehors, dans le salon VIP, Maya fut priée d'attendre que l'affaire soit soi-disant résolue. Elle ne protesta pas et ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ouvrit son téléphone et rédigea un courriel à son avocat et à son équipe de communication, en y joignant des images et des séquences vidéo. Puis elle envoya un SMS à son assistante, « Préparez tous les documents. » Ce n'est pas fini. De retour dans l'avion, alors que la porte se refermait et que l'appareil se préparait au décollage sans elle, la première classe était plus froide que n'importe quel thermostat. Karen s'enfonça dans le siège C2A. La main de Jessica tremblait tandis qu'elle se versait une coupe de champagne en guise de compensation. Trevor s'affala sur son siège, tentant de dissimuler son malaise derrière une façade rigide. Les passagers ont chuchoté. Certains ont immédiatement publié des vidéos sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres ont juré de déposer plainte dès l'atterrissage. Dans cette cabane, chacun comprenait qu'il avait assisté à bien plus qu'une simple expulsion. Il avait vu une jeune femme noire publiquement humiliée pour avoir défendu ce qui était juste. Derrière les lumières de l'aéroport, Maya, assise bien droite, le regard étincelant dans le salon sombre, se trompait lourdement. Ceux qui pensaient qu'elle serait brisée par son expulsion de première classe se trompaient lourdement. Elle savait que cette humiliation, filmée par des dizaines de personnes à bord et d'innombrables autres en ligne, n'était qu'un début. Cet incident allait déclencher une tempête de feu, non seulement contre une compagnie aérienne, mais aussi contre les barrières invisibles du privilège qui s'accrochent encore obstinément à la société moderne. Avec tout ce qu'elle avait enduré, Maya ne représentait plus seulement elle-même, mais des millions de personnes qui avaient été chassées de leur place légitime, que ce soit dans les salles de conseil, dans les salles de classe ou dans le vaste ciel de l'Amérique. Alors que Maya regardait tranquillement les images qu'elle venait de capturer, un drame parallèle se déroulait à bord de l'avion qui avait fermé ses portes et roulé vers la piste. Là, la vérité s'échappait de l'ombre du pouvoir et des privilèges bien établis. Chaque moment d'injustice, chaque regard furtif, chaque sourire suffisant, chaque menace à peine voilée avait été enregistrée,
non seulement par le téléphone de Maya, mais aussi par des témoins oculaires qui ne voulaient plus garder le silence. Parmi elles, Samantha Brooks, une jeune passagère aux cheveux châtains foncés attachés en queue de cheval haute, vêtue simplement d'un sweat à capuche gris, ses yeux perçants reflétant l'instinct d'une journaliste intégrée. Assise à quelques rangées de Maya, la peau brun clair de Samantha contrastait avec le cuir blanc immaculé de la cabine. Elle fut la première à braquer son appareil photo sur Jessica qui murmurait à l'oreille de Karen et empochait discrètement des billets pliés. Elle zooma pour immortaliser Trevor glissant de l'argent dans sa poche de poitrine, son sourire entendu ne laissant aucun doute. Dans la vidéo de près de 8 minutes de Samantha, rien n'a échappé à la vigilance, la complicité maladroite de Jessica alors qu'elle tentait de persuader Maya de céder sa place, la révérence hypocrite et la déclaration amère de Karen, « Je m'assois toujours ici. Elle m'appartient », le hochement de tête arrogant de Trevor face au refus de Maya, et enfin, la scène où les agents de sécurité forcent Maya à se lever et à quitter la première classe devant des dizaines de spectateurs impuissants. Le plus accablant fut la façon dont Karen glissa une liasse de billets dans la main de Jessica, suivie d'une expression de gratitude discrète mais sans équivoque. Avec le savoir-faire d'une citoyenne de l'ère numérique, Samantha n'a pas perdu de temps. Quelques instants après le décollage, elle a ouvert son ordinateur portable, monté les images, ajouté des sous-titres en anglais et superposé le titre « Une femme noire de statut platine a été expulsée de son siège de première classe pour laisser la place à un VIP blanc. » L'argent a changé de main. Moins de 15 minutes après l'atterrissage à JFK, la vidéo était en ligne sur Twitter, étiquetée Discrimination Skylux et Justice pour Maya, mentionnant directement le compte officiel de Skylux Airlines et les principaux médias du pays. Le tollé public fut immédiat et intense. Certains fulminaient, on est en 2025, pas en 1955. Incroyable. Elle a payé sa place. Elle a la carte. Que lui faut-il de plus? Une peau blanche. Bientôt, les médias grand public se sont joints à eux. CNN a diffusé la bannière, une vidéo virale montre un PDG noir retiré d'un siège de première classe malgré un billet valide, des allégations de discrimination secouent Skylux Airlines. Le New York Times a publié un éditorial à ce sujet, le qualifiant d'exemple flagrant de préjugés latents qui continuent de gangréner l'Amérique. Fox News a rediffusé le clip, dénonçant l'hypocrisie de l'industrie des services de luxe. Mais la réaction s'est étendue au-delà des médias traditionnels. Les TikTokers, les YouTubers et les défenseurs de l'égalité ont repartagé les images, chacun offrant son propre commentaire sous des hashtags comme #JusticeForMaya et #SkyluxDiscrimination. En 6 heures, la vidéo de Samantha a accumulé plus de 1,2 million de vues, se classant parmi les 3 principales tendances mondiales de Twitter. Des centaines de milliers de commentaires, de partages et de tags directs adressés à Skylux exigeaient une comptabilité publique et une action significative, et non des excuses superficielles. Des voix influentes se sont jointes au chœur. Un important PDG noir du secteur technologique a tweeté « Aujourd'hui, c'est Maya. Demain, ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Si nous n'arrêtons pas cela, l'injustice changera simplement de visage, au lieu de disparaître. » Des organisations antiracistes ont organisé des panels en direct pour aborder les préjugés systémiques dans les services de luxe et raconter des incidents similaires, longtemps passés sous silence. Et l'indignation ne se limitait pas aux personnes de couleur. Les utilisateurs blancs, asiatiques américains et latinos ont exprimé leur honte et leur fureur face à la défense lâche de Skylux d'un privilège obsolète. La boîte de réception, contactez-nous, de Skylux a été inondée de centaines de mails et de milliers d'appels exigeant une divulgation complète du personnel impliqué, du rôle de Karen Whitfield et de savoir si un tel traitement avait été systématique pour les clients jugés inappropriés. Dans la salle de réunion exécutive de Skylux, l'atmosphère reflétait la tension de la cabine de première classe de ce matin-là. Les hauts dirigeants se sont empressés de mobiliser les services juridiques, les relations publiques et les partenaires clés, en publiant des déclarations urgentes, mais le raz-de-marée d'indignation sur les réseaux sociaux a dépassé tout manuel de gestion de crise. Maya elle-même fut stupéfaite par l'élan inexorable de la vérité. Dans le salon de l'aéroport, elle a reçu des centaines de messages et de courriels de soutien provenant de toute l'Amérique et d'ailleurs. Les gens ont envoyé des angles alternatifs et des captures d'écran, construisant collectivement un dossier indiscutable. Un avocat renommé des droits civiques nous a contactés et nous a promis « Laissez-nous vous protéger. Cette vérité ne sera pas enterrée. » Les groupes de défense des droits de l'homme du monde entier ont cité les images de Samantha comme un exemple typique de racisme déguisé en luxe. Il est remarquable de constater qu'au sein même de Skylux, des employés juniors et intermédiaires ont partagé la vidéo en interne, exprimant leur dégoût envers la direction.
Quelqu'un a écrit en ligne, si c'est notre idée des valeurs du service, j'ai honte de porter cet uniforme. En moins de 24 heures, la crise de discrimination de Skylux est devenue une tendance mondiale majeure, alimentant les demandes de changement et de justice pour Maya Richardson et pour toute personne ayant été forcée de quitter son siège légitime en première classe en raison de sa couleur de peau, de son âge, de son sexe ou de toute autre différence. Au cœur de cette tempête se dressait l'image de Maya, se levant calmement de son siège, refusant de s'incliner ou de pleurer, le téléphone à la main, la confiance inébranlable. Elle est devenue l'emblème d'une nouvelle génération de justice, sans peur, inflexible et jamais seule. La vérité était connue, elle ne pouvait plus être reléguée dans l'ombre d'un système de privilèges désuets. Et ce n'était que le début d'un bouleversement irréversible, non seulement pour Skylux Airlines, mais pour l'ensemble du secteur des services de luxe en Amérique. À l'intérieur du brillant siège social de Skylux Airlines à Chicago, l'air n'avait jamais été aussi oppressant que ce matin-là, lorsque la vague d'indignation en ligne a explosé. La salle de réunion du dernier étage est devenue un centre de regards anxieux, d'alertes téléphoniques incessantes, de sourcils froncés et de frappes frénétiques sur le clavier. Pourtant, au milieu de ce chaos, un secret horrible murmuré seulement parmi quelques dirigeants a été brutalement révélé, déclenchant une véritable panique parmi les plus hauts échelons de l'entreprise. Richard Williams, PDG chevronné de Skylux, avait affronté tous les champs de bataille de l'entreprise au cours de sa carrière, mais n'avait jamais été acculé de la sorte. Il se tenait près de la fenêtre qui allait du sol au plafond, regardant le trafic pare-choc contre pare-choc en contrebas, sa prise se resserrant sur son téléphone portable personnel. Des dizaines de mails urgents et de messages de partenaires inondaient son écran chaque minute. Puis vint un appel du vice-président des affaires extérieures qui figea toute la salle. « Monsieur Williams, nous avons un problème majeur. » Cette vidéo fait le tour du monde. Mais ce n'est pas tout, la femme enlevée ce matin est Maya Richardson. Au début, Williams fronça les sourcils, peinant à placer le nom sur la liste VIP de Skylux. Ce n'est que lorsque le vice-président lui a transmis un dossier interne et la photo LinkedIn de Maya que la révélation l'a frappé comme un éclair. Sa gorge s'est asséchée. Le dossier indique Maya Richardson, fondatrice et PDG de RideTech Solutions, fournisseur exclusif d'IA pour plusieurs marques de services mondiales, détient 25% de Skylux Airlines via des fonds d'investissement affiliés et est la seule candidate à un contrat actuel de transformation numérique de 50 millions de dollars. Le silence remplit la pièce. 25%. Pas seulement une participation, mais un contrôle effectif sur chaque vote important du conseil d'administration. Un chiffre capable de renverser n'importe quel plan d'entreprise et de mettre fin au mandat de n'importe quel PDG avec un seul vote décisif. Ce contrat de 50 millions de dollars a été la bouée de sauvetage de Skylux dans un contexte de concurrence féroce axée sur l'IA. Sans RideTech et sans Maya où toutes les mises à niveau numérique, innovation de services et mesures de réduction des coûts s'effondreraient. Si cette nouvelle parvenait au marché, l'action Skylux s'effondrerait, les investisseurs fuiraient en masse et un effet domino de défaut de paiement s'ensuivrait. Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec des appels des voix les plus puissantes de Wall Street. « Richard, que se passe-t-il ? On vient de voir la vidéo sur CNBC. Explique-moi ça maintenant. Si vous ne maîtrisez pas cette crise dans les 24 heures, nous devrons liquider nos avoirs. Est-il vrai que votre compagnie aérienne a éjecté le PDG de Ride d'un siège en première classe ? » Autour de la table, les membres du conseil se sont précipités sur leurs ordinateurs portables et leurs téléphones, envoyant des courriels d'urgence aux avocats en prévision de la tempête imminente. La sueur perlait à l'arrière du cou de Williams. Il a compris la gravité de la situation. Maya Richardson n'était pas seulement une cliente VIP, elle tenait le destin de Skylux entre ses mains, non seulement grâce à ses actions, mais aussi grâce à la technologie essentielle de RideTech, à son réseau de partenaires et désormais à l'indignation mondiale. Ce qui terrifiait le plus Williams n'était pas seulement que Maya puisse mettre fin à tous les contrats et faire fuir les investisseurs, mais que son entreprise ait aveuglément entretenu cette bombe à retardement pendant des années avec ses propres pratiques privilégiées. Et aujourd'hui, cette bombe a explosé. Alors que les équipes juridiques et de relations publiques s'efforçaient de rédiger des déclarations visant à limiter les dégâts, la vidéo de Samantha Brooks continuait de se propager comme une traînée de poudre. Ce ne sont pas seulement les PDG et les gestionnaires de fonds qui ont paniqué. Les dirigeants juniors et intermédiaires de Skylux ont réalisé que Maya était bien plus qu'une victime. Elle avait le pouvoir, l'intelligence et le sang-froid nécessaires pour pousser la crise à son point de rupture et elle n'avait pas encore pris la parole. Pour Williams, ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle accusation.
À ce moment-là, Richard Williams a compris que les dirigeants de Skylux avaient longtemps vécu dans un fantasme de service de luxe où le pouvoir se mesurait à la couleur de la peau, aux relations personnelles et à la familiarité, ou oubliant que dans la nouvelle ère, l'influence réelle, la valeur tangible et la dignité humaine déterminaient la survie. Les premiers messages de Maya sont arrivés dans la boîte de réception de William, écrits avec calme, courtoisie et précision, sans la moindre émotion. Elle a demandé une assemblée générale d'urgence des actionnaires afin d'aborder la culture d'entreprise de Skylux, les politiques du personnel et l'impact du récent incident sur le contrat de transformation numérique en cours. Je suis prête à coopérer dans le cadre légal, a-t-elle affirmé avec fermeté. William déglutit avec difficulté, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne s'agissait plus d'un conflit interne. C'était devenu une bataille à mort pour tout un empire. Devant lui gisaient les décombres de tous les privilèges désuets et de tous les jeux de pouvoir obsolètes, ensevelis sous une unique expulsion injuste exécutée publiquement, la victime étant la femme la plus puissante que Skylux ait jamais connue. Le cauchemar avait commencé. Pour Richard Williams, il ne restait plus qu'à tenter de sauver un navire déjà englouti par la tempête, sans issue possible. Le message glacial de Maya Richardson, envoyé non seulement à sa boîte mail personnelle, mais aussi à l'ensemble du conseil d'administration de Skylux Airlines, a fait l'effet d'un éclair, fendant l'atmosphère déjà étouffante. Sous l'objet, demande de réunion urgente, droit des actionnaires, éthique de l'entreprise, collaboration future, Maya n'a pas ménagé ses mots. Elle a exigé une assemblée générale en ligne avec tous les actionnaires à 16 h le jour même, fixant une date limite incontournable. Ce que personne au siège de Skylux n'avait réalisé, c'est qu'il ne s'agissait que du premier pas vers une contre-attaque minutieusement orchestrée, une contre-attaque que Maya avait probablement anticipée depuis longtemps. Sous la façade sereine de cette jeune femme se cachait un appareil professionnel digne de n'importe quelle multinationale, des avocats d'élite, des spécialistes de la communication de haut niveau et des conseillers stratégiques de premier plan en technologie et en finance. Moins d'une heure après son courriel, l'équipe juridique de Maya était réunie dans la salle de conférence new-yorkaise de Wright, prête à monter son dossier et à coordonner les réactions des médias. Chaque détail de l'incident en vol survenu ce matin-là fut décortiqué et reconstitué à partir des témoignages de dizaines de témoins, avec une attention particulière portée à la vidéo de Samantha Brooks, dont les éléments audio et visuels irréfutables promettaient d'être décisifs. Nous ne protégeons pas seulement les droits personnels de Maya, a déclaré l'avocat principal Raymond Oliver. Nous défendons les droits de tous ceux qui ont été exclus de la première classe, où que ce soit dans le monde. Parallèlement, Michelle Carter, responsable de la communication de Wright, a envoyé des avis officiels à tous les principaux médias, confirmant la présence de Maya à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et promettant une transparence absolue, refusant toute excuse de la part de Skylux. La vague médiatique s'est immédiatement abattue sur Skylux. Des journalistes de CNN, Bloomberg et du New York Times ont envahi les bureaux de la compagnie aérienne, exigeant des accréditations de presse ou des interviews exclusives avec Maya. Même les publications financières internationales ont publié le calendrier de l'Assemblée générale des actionnaires et anticipé l'heure de l'annonce comme s'il s'agissait d'un sommet économique mondial. Pendant ce temps, chez Skylux, Richard Williams s'agitait nerveusement en bout de table. Les décennies semblaient le vieillir en quelques heures tandis qu'il parcourait le courriel de Maya pour la 10e fois. Chaque lecture révélait le poids écrasant de ses paroles. En tant que principal actionnaire de Skylux Airlines et représentant légal de Wright Tech Solutions, elle exigea officiellement une réunion urgente avec l'ensemble du conseil d'administration et tous les actionnaires. Lors de cette réunion, elle s'est engagée à présenter des preuves irréfutables de violation de l'éthique, de discrimination et de corruption impliquant directement Trevor Davis, le superviseur de cabine, Jessica Miller, l'hôtesse de l'air en chef et le commandant de bord James Reynolds. Elle a exigé de Skylux Airlines qu'elle licencie immédiatement ces personnes et divulgue publiquement les raisons et les mesures correctives prises. Si ces exigences n'étaient pas pleinement satisfaites dans les 24 heures, Maya menaçait d'invoquer la clause de transfert d'actions, cédant ainsi l'intégralité de sa participation de 25% dans Skylux Airlines à des fonds internationaux et annulant le contrat de 50 millions de dollars entre Wright Tech Solutions et l'entreprise. Les conséquences juridiques, financières et réputationnelles seraient entièrement imputables à la direction de Skylux. Il n'y eut ni excuse, ni larmes, chaque phrase était un ultimatum sans appel, la justice ou l'effondrement d'un empire aérien. Le silence s'abattit sur la salle du conseil. Quelques administrateurs ouvrirent la bouche pour défendre des cadres de longue date comme Trevor ou Reynolds, mais les preuves vidéo illustrant chaque geste de Karen Whitfield et les billets de banque glissant dans la poche de Trevor les laissèrent muets. Personne n'osait risquer sa carrière,
sa fortune ou sa réputation en pardonnant à ceux qui avaient déjà perdu toute légitimité. À cet instant, Richard Williams comprit que la contre-attaque de Maya n'était pas une vengeance personnelle. C'était un jugement que Skylux paierait cher, une leçon de culture d'entreprise, de responsabilité des dirigeants et du pouvoir indéniable de la transparence. Même les antagonistes de l'histoire furent mis à nu. Trevor Davis, autrefois l'autorité absolue en première classe, tremblait en rédigeant sa déclaration, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Jessica Miller, les larmes aux yeux, était hantée par sa propre lâcheté et sa complicité. Le capitaine James Reynolds, fier de ses 3 décennies de commandement aérien, était désormais contraint de faire face à une procédure disciplinaire, son écart de conduite momentané effaçant toute une vie de service. De l'autre côté de la barrière, Maya élaborait calmement sa stratégie avec ses avocats. Elle parlait peu, se concentrant plutôt sur les imprévus. Si Skylux refusait d'obtempérer, elle diffuserait l'intégralité des vidéos, des courriels et des déclarations sous serment des témoins aux médias internationaux et intenterait un recours collectif devant un tribunal fédéral. Si Skylux offrait des concessions, elle exigerait une supervision indépendante de tous les processus RH, des réformes de la culture d'entreprise et une restructuration du conseil d'administration, avec nomination de membres de RigTech à des postes d'administrateurs. Si nécessaire, elle était prête à mobiliser d'autres investisseurs pour qu'ils cèdent leurs avoirs en solidarité ou une option nucléaire d'entreprise que seuls les plus aguerris oseraient déployer. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires était à quelques heures. Le silence qui régnait dans les couloirs de Skylux n'était pas celui du calme, c'était la tempête qui se préparait avant la pause. Dehors, des millions d'yeux observaient. Maya Richardson, seule, parviendrait-elle à déraciner un système de privilèges profondément ancré? Skylux Airlines choisirait-elle la justice ou sombrerait-elle dans l'obscurité aux côtés de ceux qui se croyaient autrefois intouchables? Pour Maya, tout était déjà en place. Cette fois, la justice ne serait plus un luxe réservé aux classes populaires. L'écho de l'ultimatum de Maya Richardson résonnait encore dans chaque souffle anxieux au siège de Skylux Airlines, alors que l'heure de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires approchait. En 30 ans d'histoire, le conseil d'administration n'était jamais entré dans une salle aussi fragile et impuissant. Depuis leur fauteuil en cuir haut de gamme habituel, habitués à entendre les rapports de chiffre d'affaires, les projets d'expansion et les éloges de leur marque de luxe, tous les regards étaient désormais rivés sur le grand écran. Le nom de Maya Richardson apparaissait non seulement comme celui de la principale actionnaire, mais aussi comme celui de l'arbitre du destin de l'entreprise. De l'autre côté de l'écran, Maya apparaissait sur le fond bleu et blanc élégant du bureau new-yorkais de Wright. Son tailleur noir minimaliste soulignait la détermination sereine de son regard et la fermeté de ses lèvres. À ses côtés se trouvaient des avocats chevronnés, chacun armé d'ordinateurs portables et de carnets remplis de notes méticuleuses et de plans d'urgence. Richard Williams, autrefois reconnu comme un négociateur hors pair, avait passé la nuit entière à élaborer des dizaines de solutions pour atténuer les conséquences. Des excuses publiques, une augmentation des dividendes pour Maya, et même un siège au conseil d'administration avec droit de veto, tout était sur la table. Mais il comprit vite qu'il ne s'agissait plus d'une négociation à enjeux élevés entre investisseurs avisés. Le regard glacial et intègre de Maya ne trahissait aucune concession. La réunion a débuté sous une attention aussi tendue qu'un arc tendu. Le président du conseil d'administration a ouvert la réunion par une brève déclaration reconnaissant la gravité de l'incident, son impact négatif sur la marque Skylux et promettant une enquête approfondie. Tout le monde connaissait la véritable question, que voulait Maya? Skylux parviendrait-elle à préserver son âme d'entreprise, ou succomberait-elle à un nouveau pouvoir ou pire, s'effondrerait-elle complètement? Maya a présenté calmement les preuves, vidéos, enregistrements audio, témoignages, images de Karen Whitfield donnant de l'argent à Jessica et Trevor, et abdication de responsabilité du capitaine Reynolds. Elle a détaillé chaque violation ou le ton menaçant de Trevor, la révérence complice de Jessica, l'indifférence de Reynolds, soulignant les manquements à l'éthique, la discrimination et l'abus de pouvoir. À chaque diapositive, les esprits autour de la table s'abaissaient. Personne ne pouvait prétendre à l'ignorance. Personne ne pouvait s'accrocher, par défense, à un système de privilèges désormais pleinement exposé. Tous les slogans marketing glamour ou le service avant tout sonnaient soudain amèrement creux. Richard Williams se leva, luttant pour garder son calme. Mademoiselle Richardson, nous assumons l'entière responsabilité et vous présentons nos excuses personnelles, ainsi qu'à tous les clients et actionnaires lésés par cet incident. Cependant, je vous demande de reconsidérer le licenciement de nos 3 employés de longue date, Trevor, Jessica et le capitaine Reynolds.
Ils ont consacré des années à cette entreprise et n'ont peut-être commis qu'un simple écart de conduite temporaire. Maya intervint d'une voix calme mais résolue, ne laissant aucune place à la négociation. Monsieur Williams, le problème ne se limite pas à ces 3 individus. C'est tout un système qui a permis et protégé les privilèges et les préjugés pendant des années. Toute organisation engagée dans une croissance durable doit assumer pleinement ses responsabilités et ne peut protéger ceux qui violent ses valeurs fondamentales. Si Skylux n'y parvient pas, je retirerai l'intégralité de ma participation et mettrai fin à notre partenariat. Un silence s'installa, telle une rupture. Quelques actionnaires progressistes exprimèrent leur soutien à Maya. Ils comprirent que si Maya quittait l'entreprise, une cascade de désinvestissement de la part d'autres investisseurs s'ensuivrait, une véritable condamnation à mort pour Skylux. Sous une pression immense de la part de Maya, de l'indignation du public, des investisseurs et d'employés longtemps désillusionnés, le conseil d'administration a pris des décisions historiques. Trevor Davis, Jessica Miller et le capitaine James Reynolds seraient licenciés sur le champ, et leur licenciement, ainsi que les motifs, seraient rendus publics à la presse et aux clients. En moins d'une demi-heure, la déclaration officielle est apparue sur le site web de Skylux, sur les réseaux sociaux et dans les flux d'actualités internes. Nous avons le regret d'annoncer que Trevor Davis, superviseur de cabine, Jessica Miller, chef de cabine, et le commandant de bord James Reynolds ont été licenciés pour faute professionnelle, manquement à nos normes de service et atteinte grave à la réputation de Skylux Airlines. La compagnie s'engage à mener une enquête approfondie et à entreprendre des réformes en profondeur afin de restaurer la confiance de ses clients et de ses actionnaires. À cet instant, au siège de Skylux, l'atmosphère était à son comble. Trevor Davis quitta la pièce, pâle et honteux, incapable de croiser son regard. Jessica Miller sanglotait ouvertement en rangeant ses affaires, les larmes aux yeux. Le capitaine Reynolds, plus silencieux que tous, serrait sa casquette de pilote comme s'il s'accrochait à des décennies d'une carrière brisée en un seul jour. Le claquement lourd des portes de la salle de réunion alors que le trio marchait dans le long couloir froid marquait la fin d'une ère de droits acquis et servait d'avertissement sévère à tous ceux qui nourrissaient encore des illusions d'invincibilité dans l'ancien régime. Pendant ce temps, Maya Richardson ne manifestait aucune trace de triomphe. Elle expira simplement, le regard fixé sur l'écran où, pour la première fois depuis des années, la justice avait commencé à s'infléchir, même au prix d'un lourd tribut. Pour elle, la vérité, la conviction et un esprit sans compromis étaient les seuls fondements sur lesquels une entreprise ou même une culture d'entreprise entière pouvait renaître. Ce jour sombre de l'histoire de Skylux ne restera pas dans les mémoires pour avoir été un jour honteux, mais parce qu'il a ouvert la porte à un véritable changement à partir de la base, ne laissant aucune place aux privilèges ni à l'ombre des préjugés. Dans les jours qui ont suivi les tirs sismiques de Skylux, la tempête d'indignation dans les médias et les réseaux sociaux n'a fait que s'intensifier, balayant les derniers masques de ceux qui se croyaient autrefois intouchables. Dès l'annonce des licenciements de Trevor Davis, Jessica Miller et du capitaine James Reynolds, tous les grands médias et réseaux sociaux ont changé d'avis. Il ne s'agissait plus seulement de l'affaire Maya Richardson ou du scandale Skylux, c'était devenu une mise en accusation de toute une génération de gardiens invétérés. Trevor Davis, autrefois fier de régner en maître en première classe, est devenu un habitué des gros titres et des vidéos parodiques virales sur TikTok, Twitter et Reddit. Son visage apparaissait partout, des bulletins d'information sobres au même moqueur le qualifiant de « gardien de la discrimination » et de « Trevor, dernier bastion du privilège blanc ». Des extraits de son regard froid et méprisant à Maya étaient diffusés en boucle, accompagnés de milliers de commentaires furieux. Toutes les candidatures envoyées par Trevor, tant aux grandes compagnies aériennes qu'aux petites compagnies régionales, ont été rejetées d'emblée. Autrefois reconnu comme le garant des normes chez Skylux, il était désormais accusé de racisme et de servir d'exemple dans les formations RH d'autres compagnies aériennes. Les entretiens tardifs et les excuses présentées devant les caméras n'ont pas suffi à effacer sa honte. Jessica Miller n'a pas eu plus de chance. L'hôtesse de l'air en chef, autrefois louée par les VIP pour son tact et son charme, est devenue un symbole de lâcheté et de complicité. Les internautes ont décortiqué chaque geste des images, ses regards détournés, son silence face au pot de vin, son sourire forcé lorsqu'elle a poussé Maya à bouger. D'anciens collègues, autrefois envieux de son ascension fulgurante, ont fait circuler des messages internes. Je n'arrive pas à croire qu'une personne qui prêche le client est primordial puisse si facilement se détourner de la justice. Aucune compagnie aérienne n'a répondu aux candidatures de Jessica. Même les entreprises de services extérieurs au secteur aéronautique ont hésité, craignant sa réputation de figure emblématique de la complicité. Ses amis lui ont adressé des paroles de compassion, mais leurs conseils n'ont fait que souligner le lourd tribut du silence. Nuit après nuit,
Jessica relisait des centaines de commentaires cinglants en ligne, les larmes aux yeux, regrettant d'avoir privilégié la sécurité plutôt que de faire ce qui était juste. Le capitaine James Reynolds, une légende parmi les pilotes ayant traversé des tempêtes et sauvé d'innombrables vies, n'a pas résisté à la réaction. Dans l'aviation américaine, la réputation est le passeport le plus solide. Après le scandale, aucune compagnie aérienne n'a osé embaucher un commandant de bord qui avait délibérément ignoré son devoir et favorisé ses privilèges, malgré son excellent CV. Tous les courriels de refus contenaient le même message, « Votre expérience est précieuse, mais le poste est pourvu ». Les anciens collègues de Reynolds ont présenté leurs condoléances ou ont discrètement pris leur distance. Personne n'a évoqué ses exploits passés en vol. Son nom figurait sur les listes de personnes à ne pas embaucher de 3 grandes compagnies aériennes. Chaque fois qu'il passait devant un aéroport, regardant les avions décoller, il serrait les mâchoires pour ne pas craquer. Sa fierté d'autorité, brisée par un seul manquement, lui avait coûté tout ce qu'il avait bâti au fil des décennies. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée aux militaires. Karen Whitfield, la puissante passagère dont les liasses de factures et les allusions chuchotées avaient déclenché cette crise, a également dû faire face à des représailles sociales. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration du cabinet d'avocats dont elle était l'une des associées fondatrices a convoqué une réunion d'urgence et l'a suspendue indéfiniment, dans l'attente d'une enquête éthique indépendante. Les gros titres la surnommaient « Karen de la compagnie aérienne », reine des privilèges et du siège de première classe gorgé d'argent. Sur Twitter, le hashtag #AirlineKaren a fait le tour du monde, générant des dizaines de milliers de mèmes et de caricatures représentant son airbag et son sourire suffisant. Elle est devenue l'archétype d'une élite plus dépendante des droits que du mérite. Les contrats de son entreprise ont été annulés et les partenaires ont rapidement retiré son nom de tous les projets portant son empreinte. Ses amis et anciens associés la boudaient, la coupant du son dans les groupes de discussion et la désabonnant sur les réseaux sociaux. Lors des événements mondains, personne n'osait prononcer son nom avec respect. Certains poussaient même un soupir de soulagement, considérant la chute de Karen comme un inévitable jugement après des années passées à contourner les règles pour satisfaire son ego. Les journalistes se sont penchés sur le passé de Karen, révélant une habitude d'utiliser l'argent pour apaiser les conflits dans les restaurants chics et les hôtels de luxe, échappant toujours à la surveillance grâce à son statut et à la complicité des spectateurs silencieux. Cette fois, cependant, tous les boucliers avaient volé en éclats. Toute tactique visant à obtenir le silence était impuissante face à la force irrésistible des médias numériques. Par ricochet, non seulement Karen, Trevor, Jessica et Reynolds ont dû rendre des comptes, mais aussi ceux qui les avaient protégés. Les défenseurs de l'égalité ont cité ce scandale comme un cas d'école du danger des privilèges et du pouvoir de la complicité silencieuse. Les répercussions de ce sombre chapitre ont dépassé les murs de Skylux. Ce qui semblait autrefois une leçon de culture d'entreprise abstraite est devenu une dure réalité. À l'ère numérique de la transparence, toute injustice sera révélée au grand jour, et le prix à payer ne sera jamais bon marché, quelle que soit votre identité et le pouvoir que vous avez exercé. Pour Maya Richardson, le plus important n'était pas la chute de ces individus, mais la porte ouverte à une nouvelle culture, une culture où la voix de la justice résonne suffisamment fort pour étouffer toute excuse, et où chacun doit se confronter à lui-même face à la vérité. Les conséquences de ces journées de crise, saturées de reportages dénonçant ceux qui détenaient autrefois le pouvoir, n'ont pas sonné le glas de Skylux Airlines. Au contraire, elles ont constitué un signal d'alarme forçant le système tout entier à se tourner vers l'intérieur. Alors que l'indignation publique couvait encore et que le mouvement #Justice pour Maya brûlait d'un zèle ardent, Maya Richardson est apparue non pas comme une vengeresse, mais comme l'architecte de nouvelles normes pour un secteur des services de luxe longtemps rongé par les privilèges et les préjugés cachés. Maya conservant sa participation de 25% et sa réputation de personne dénonçant publiquement l'injustice, chaque ouverture de Skylux devait être le fruit d'une réelle bonne volonté. Après des nuits blanches de négociations à huis clos, une décision sans précédent dans l'histoire de l'aviation américaine fut annoncée à la presse et aux actionnaires. Toutes les activités de Skylux Airlines seraient suspendues pendant 48 heures afin de dispenser une formation obligatoire sur la lutte contre le racisme et les préjugés inconscients à tous les employés, des agents de bord aux pilotes, en passant par les superviseurs de cabine et jusqu'à la haute direction. Lors de la conférence de presse du lendemain matin, Maya se tenait aux côtés du PDG Richard Williams, leurs expressions reflétant la gravité du moment. Maya s'exprima succinctement, sans fioriture. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons commencer à changer dès aujourd'hui. La justice ne consiste pas seulement à punir des individus. Il s'agit de construire un nouveau système où chacun réapprend à respecter autrui, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou son statut.
Il ne s'agissait pas d'un cours théorique ni de l'exercice habituel auquel les entreprises se livrent en cas de scandale. Maya a collaboré directement avec des psychologues, des conseillers en diversité et inclusion et l'équipe d'IA de Ritech Solutions pour concevoir des simulations immersives. Chaque employé a participé à des jeux de rôle réalistes, se confrontant au point de vue des victimes et des auteurs, afin de confronter ses propres préjugés et de remettre en question les préjugés inconscients qu'ils nourrissaient. Les salles de réunion et les salons d'aéroport de Skylux dans tout le pays sont devenus des centres de formation temporaires. Les vols ont été cloués au sol. Les passagers ont été réaffectés à des compagnies partenaires ou intégralement remboursés. Bien que cette mesure ait coûté des millions en seulement 2 jours, les médias l'ont salué comme sans précédent et comme le choc le plus positif de l'histoire de l'aviation américaine. Les grandes chaînes de télévision CNN, MSNBC et Fox News ont toutes retransmis en direct la prise de parole de Maya et Richard Williams, s'engageant à rendre des comptes et soulignant la nécessité d'affronter les vérités dérangeantes, même lorsqu'elles révèlent les blessures les plus profondes du système. Sur les réseaux sociaux, des analyses approfondies du programme de formation et des vidéos d'employés de Skylux partageant leurs sentiments face à la nécessité de réapprendre à traiter les autres ont inondé les flux. Les commentaires ont afflué. Si une compagnie aérienne peut reconnaître ses erreurs et repartir de zéro, quelle excuse les banques, les hôtels ou les restaurants ont-ils pour rester silencieux? Chez Skylux, les employés qui avaient discrètement été témoins, voire même bénéficié, de codes de privilèges tacites ont été contraints de se confronter à eux-mêmes. Certains ont râlé, qualifiant la fermeture d'exagérée ou de coûts financiers inutiles, mais beaucoup ont exprimé leur soutien. Pour la première fois, je crois vraiment que Skylux va changer. J'ai attendu 10 ans et je n'ai jamais osé m'exprimer. Des experts indépendants ont rejoint le comité consultatif afin de garantir que la formation ne soit pas une simple façade et que les problèmes les plus complexes ne soient pas escamotés. Une enquête anonyme post-formation a révélé que plus de 83% des employés avaient été témoins ou impliqués dans des situations injustes, mais qu'ils gardaient le silence par crainte pour leur sécurité d'emploi ou leur isolement social. Ces résultats ont stupéfié la direction de Skylux. Les préjugés étaient plus profonds qu'aucun audit interne n'avait jamais démontré. Pour les soi-disant méchants Trevor, Jessica, Reynolds et Karen, leur chute est devenue un cas d'école. Leurs actions ont été intégrées à des supports de formation et à des groupes de discussion demandant à chaque employé, face à une injustice, allez-vous vous ranger du côté de la victime ou lui tourner le dos, que la personne lésée soit un passager ou un collègue. Les médias internationaux du Royaume-Uni à la France, en passant par l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud ont présenté Skylux comme un exemple de réforme culturelle audacieuse, une initiative que peu d'entreprises osent mener à bien. De la plus petite navette au plus grand hall, des cadres au concierge, une seule question résonnait, combien d'autres Maya Richardson ont-elles été contraintes de quitter leur siège légitime simplement à cause de préjugés? En collaborant sans relâche avec Maya, Skylux a non seulement sauvé sa réputation, mais a également commencé à rétablir la confiance de ses clients, de ses employés et de ses investisseurs jusque-là hésitants. Surtout, ils ont lancé une réforme garantissant que chaque siège en première classe soit réservé à ceux qui le méritent vraiment, quelle que soit leur couleur de peau, leur âge, leur sexe, leur statut ou tout autre privilège. Désormais, Skylux Airlines prend véritablement son envol sur la base de la justice et de l'égalité honnêtement, et non pas simplement comme un slogan marketing. Dans les jours qui ont suivi les licenciements retentissants de Skylux, l'indignation des médias et des réseaux sociaux n'a pas faibli. Elle s'est propagée plus loin et plus vite, démasquant ceux qui se croyaient autrefois invincibles. Dès l'annonce du licenciement de Trevor Davis, Jessica Miller et du capitaine James Reynolds, les gros titres et les hashtags sont passés de « l'affaire Maya Richardson » ou du « scandale Skylux » à une mise en accusation plus large de toute une génération de gardiens de l'ordre. Trevor Davis, autrefois fier d'être le roi de la première classe, est soudain devenu la cible de plaisanteries virales sur TikTok, Twitter et même Reddit. Son visage apparaissait partout, des reportages sérieux ou même sarcastiques le qualifiant de gardien de la discrimination et de dernier bastion du privilège blanc. D'innombrables extraits de son regard froid et méprisant à l'égard de Maya étaient diffusés, accompagnés de torrents de commentaires indignés. Tous les CV soumis par Trevor, tant aux grandes compagnies aériennes qu'aux petites compagnies régionales, étaient rejetés d'emblée. Autrefois célébré comme le garant des normes de Skylux, il était désormais taxé de complice raciste, un exemple édifiant dans les formations RH du monde entier. Les excuses télévisées et les entretiens tardifs n'ont pas suffi à effacer cette tâche. L'homme qui détenait autrefois une autorité suprême se retrouvait désormais perdu sur la terre ferme. Jessica Miller n'a pas eu plus de chance. L'hôtesse de l'air en chef, autrefois louée par les VIP pour sa grâce sous la pression,
est devenu un symbole de lâcheté et de complicité. Les internautes ont décortiqué chacun de ses gestes, ses regards détournés, son silence face à un pot de vin, son sourire forcé lorsqu'elle a pressé Maya de céder sa place. D'anciens collègues, autrefois envieux de son ascension fulgurante, murmuraient désormais: qui aurait cru qu'une personne prêchant le client et tout puisse si facilement abandonner la justice? Aucune compagnie aérienne ne voulait accéder aux candidatures de Jessica. Même les agences de services clients non aéronautiques hésitaient, refusant d'embaucher, l'exemple même de la collusion. Ses amis lui ont adressé des mots de compassion, mais chacun lui a fait comprendre le prix de son silence. Nuit après nuit, Jessica relisait des centaines de commentaires cinglants en ligne, les larmes aux yeux, regrettant d'avoir privilégié la sécurité plutôt que le bien. Le capitaine James Reynolds, une légende parmi les pilotes, réputé pour avoir traversé les tempêtes et sauvé des vies, n'a pas résisté à la tempête publique et morale. Dans l'aviation, la réputation est votre plus précieux atout. Mais après le scandale, aucune compagnie aérienne n'a osé prendre le risque d'embaucher un commandant de bord qui avait délibérément ignoré son devoir et favorisé ses privilèges, aussi exceptionnels soient-ils. Tous les courriels de refus disaient la même chose: votre expérience est précieuse, mais le poste est pourvu. Les anciens collègues de Reynolds lui présentaient leurs condoléances ou prenaient discrètement leur distance. Personne ne parlait de ses exploits passés dans les airs. Son nom figurait sur les listes de candidats à ne pas réembaucher de 3 grandes compagnies aériennes. En passant devant les aéroports, regardant les avions décoller, il serrait les mâchoires pour ne pas craquer ou une vie de fierté pour son autorité anéantie par un seul faux pas. Mais les conséquences ne se sont pas limitées aux militaires. Karen Whitfield, la puissante passagère dont les liasses de billets et les exigences chuchotées avaient tout déclenché, a également été confrontée à l'exil social. Quelques jours après l'incident, le cabinet d'avocats dont elle était l'une des associées fondatrices a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration et l'a suspendue indéfiniment, dans l'attente d'une enquête éthique indépendante. Son nom a fait la une des journaux sous le nom de « Airline Karen », reine des privilèges et du siège de première classe gorgé d'argent. Sur Twitter, #Airline Karen a fait le tour du monde, générant des milliers de mèmes ridiculisant son sac Hermès et son sourire narquois, la transformant en modèle emblématique d'une élite qui privilégie le droit au mérite. Les contrats de son cabinet furent résiliés. Ses associés se précipitèrent pour rompre tout lien avec tout ce qui portait son nom. Ses amis et anciens collaborateurs la boudèrent, la coupant du silence dans les groupes de discussion et la désabonnant sur les réseaux sociaux. Lors des événements mondains, personne n'osait mentionner Karen Whitfield autrement qu'avec dédain. Certains poussèrent même un soupir de soulagement, considérant sa chute comme le résultat inévitable d'années passées à contourner les règles pour satisfaire son ego. Les journalistes ont fouillé le passé de Karen et ont découvert des traces d'utilisation de l'argent pour apaiser les conflits dans des restaurants et hôtels de luxe, échappant toujours à la surveillance grâce à son statut et à des témoins silencieux. Cette fois, cependant, tous les boucliers se sont effondrés. Toutes les tactiques de dissimulation ont échoué face à la force imparable des médias numériques. Et, inévitable effet domino, non seulement Karen, Trevor, Jessica et Reynolds ont été tenus responsables, mais aussi ceux qui les ont couverts. Les défenseurs de l'égalité ont cité ce scandale comme un exemple classique du danger du privilège et du pouvoir de la complicité silencieuse. Les échos de ce sombre chapitre ont dépassé les murs de Skylux. Ce n'était plus une leçon de culture d'entreprise abstraite, mais une dure réalité. À l'ère numérique de la transparence, toute injustice sera révélée au grand jour, et le prix à payer ne sera jamais bon marché, quelle que soit votre identité et le pouvoir que vous avez exercé. Pour Maya Richardson, le fait le plus important n'était pas seulement la chute de ces individus, mais le fait qu'une porte s'était ouverte vers une nouvelle culture ou une culture où la voix de la justice résonne suffisamment fort pour couvrir toute excuse, et où chacun doit faire face à lui-même lorsqu'il est confronté à la vérité. Depuis sa relance dans le cadre d'une vague de réformes, le rôle de Maya Richardson a dépassé celui d'actionnaire ou d'architecte de la culture d'entreprise. Pour elle, la véritable victoire ne consiste pas simplement à exclure les fautifs. Il s'agit de garantir que chaque membre de l'équipe, même celui qui a causé du tort, ait une véritable chance de changer, de s'épanouir, de se réintégrer et de contribuer à réparer les dommages qu'il a causés. C'est dans ce but que Maya a fondé Second Chance, une initiative sans précédent dans le monde des affaires américain. Contrairement aux ateliers classiques d'une journée, Second Chance est un écosystème complet de soutien et de reconversion, d'une durée de plusieurs mois. Les participants sont soumis à des évaluations rigoureuses de leur conscience, de leur comportement, de leur développement émotionnel et de leur progression personnelle. Son principe directeur est simple, nul n'est parfait.
Le véritable pardon et la véritable croissance ne peuvent advenir que lorsque l'on ose affronter la vérité, assumer ses responsabilités et réapprendre à vivre mieux. Fait remarquable, les trois figures au cœur de la crise de Skylux, Trevor Davis, Jessica Miller et le capitaine James Reynolds se sont portés volontaires pour participer au programme, sous le regard attentif des médias et du public. Autrefois symbole de droit, de complicité et d'indifférence, il représente aujourd'hui un difficile chemin d'expiation. Trevor Davis, autrefois fier dans son uniforme impeccable de chef de cabine, est désormais assis tranquillement en t-shirt uni, les doigts parcourant la reliure spirale du carnet qu'il ouvre pour la première fois depuis des années. Lors des premières séances, il rationalisait et niait, invoquant les circonstances, la pression, voire les règles tacites. Mais les formateurs ne le laissaient pas tranquille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous accordiez plus d'importance au pouvoir qu'à la dignité d'autrui? Chaque discussion forçait Trevor à se confronter à sa propre histoire, au message de supériorité raciale de son enfance et à l'arrogance inconsciente du pouvoir qu'il appelait procédure. Le point culminant est arrivé lorsqu'il a visionné une vidéo de lui-même se moquant et humiliant Maya devant un public captif, puis a entendu les témoignages directs des victimes non pas par courriel de plainte, mais dans un dialogue direct et honnête. Un jour, Trevor s'est effondré devant la classe. Je ne me suis jamais considéré comme une mauvaise personne, mais je me suis laissé devenir l'instrument d'un système sans même prendre le temps de réfléchir. Je suis désolé. Je veux me racheter, non seulement pour récupérer mon emploi, mais pour me réapproprier qui je suis. Jessica Miller, qui gardait autrefois le silence par peur de perdre son emploi, a connu les mêmes difficultés. Lors de sa première séance, elle a évité le contact visuel, mais Second Chance l'a poussée à s'ouvrir, partageant des souvenirs de harcèlement, de sentiments d'infériorité et d'impuissance face à l'injustice de ses collègues. Elle est restée silencieuse. J'ai privilégié la sécurité à la justice. Je sais que je fais du mal aux autres par peur. Maintenant, je veux apprendre à m'exprimer, même si personne ne me soutient. Jessica a participé à des simulations où elle était confrontée directement au pouvoir, choisissant entre sa sécurité personnelle et la défense de la vérité. Le réflexe de se taire et de se débrouiller a été brisé, chaque action étant respectueusement remise en question, écoutée et examinée par ses pairs et par ceux qui avaient été blessés. Le capitaine James Reynolds, malgré son ancienneté, a connu une profonde transformation. Pour lui, le respect des procédures avait toujours été le meilleur rempart contre la responsabilité morale. Mais lorsqu'on lui a demandé de réécrire chaque rapport d'incident du point de vue des passagers, en particulier ceux à qui il avait causé du tort, il a éclaté en sanglots. Je pensais que tant que je n'enfreignais aucune règle, j'avais fait mon devoir. J'ai oublié l'essence même de l'aviation, protéger chaque passager de manière égale. Je veux passer le reste de ma carrière à transmettre cette leçon à la prochaine génération. Second Chance est allé bien au-delà des cours magistraux. Maya a fait appel à des psychologues, des défenseurs de la justice sociale, des victimes de discrimination dans le secteur des services et même des lycéens pour partager leurs expériences. Les participants ont mené des projets d'engagement communautaire, effectué des missions bénévoles dans des zones défavorisées, collaboré avec des organisations de défense des droits civiques, participé à des simulations de procès et échangé directement avec les personnes lésées. Chaque stagiaire a également rédigé une lettre d'excuse publique exposant sa nouvelle compréhension des conséquences du privilège et s'engageant à ne plus jamais répéter ses erreurs. Ces lettres ont été publiées sur le site web de Second Chance afin de recueillir les commentaires de la communauté et même des critiques constructives. Personne ne sort de Second Chance sans une profonde réflexion. Mais le résultat extraordinaire est qu'après plusieurs mois, Trevor, Jessica et Reynolds se sont tous transformés non pas en figures défensives ou évasives, mais en personnes qui saisissent véritablement la valeur de l'égalité, le courage d'admettre ses erreurs et le sens profond d'une société qui offre de véritables secondes chances. À la fin du programme, Maya n'a pas prononcé de grands discours. Elle a simplement regardé chaque personne quitter la salle de classe, consciente que chaque seconde chance, donnée au bon moment, peut changer une vie et, plus important encore, inspirer toute une communauté à pardonner, à grandir, à rectifier le tir et à ne laisser personne de côté. Second Chance s'est rapidement répandu, devenant un modèle pour les entreprises de toute taille aux États-Unis. Dès lors, chaque histoire d'erreur, de transformation et de croissance d'individus autrefois considérés comme des antagonistes est devenu le témoignage le plus puissant d'un véritable système judiciaire qui croit en la possibilité de donner à chacun la possibilité de prendre un nouveau départ, quel que soit son état d'esprit. Seconde Chance n'était pas une simple formation. C'était un voyage de plusieurs mois au cœur de l'ego, des regrets et du désir ardent de changement des gens,
en particulier ceux qui avaient été les coupables de la crise de Skylux. C'est ici que chacun d'eux a entamé sa véritable renaissance, non pas par des vœux creux, mais par de profonds changements dans ses pensées, ses paroles et ses actes quotidiens. Trevor Davis, autrefois symbole d'autorité froide et de règles tacites, en est ressorti complètement transformé. Il ne s'agissait pas d'une transformation superficielle ni d'un coup de pub. Il s'agissait d'une véritable transformation intérieure, si profonde que même ses plus vieux amis le reconnaissaient à peine. Lors d'une discussion en classe, Trevor, debout, les mains tremblantes mais le regard brûlant de détermination, a raconté son enfance conservatrice dans la banlieue de Chicago, où les étrangers étaient toujours accueillis par des ricanements et des avertissements sévères. Il a avoué qu'il se croyait libre de tout préjugé, fidèle à la tradition, jusqu'à ce qu'il soit confronté à la vidéo du poste de pilotage où il se moquait de Maya, repassant ses menaces creuses et ses mensonges. Il a douloureusement réalisé que les préjugés les plus dangereux se cachent discrètement dans l'esprit de ceux qui se croient normaux. Trevor n'est pas retourné à l'aviation. Il a plutôt rejoint des programmes de mentorat pour les jeunes de sa communauté, animant des ateliers sur les préjugés inconscients dans les écoles, utilisant sa propre histoire comme un exemple édifiant, un homme qui pensait n'avoir rien fait de mal jusqu'à ce que son monde s'effondre. Il a commencé à bloguer, à donner des interviews et à intervenir lors de conférences sur la justice sociale, non pas pour sauver sa réputation, mais pour interpeller des gens comme lui. Si vous gardez le silence face à l'injustice, vous en devenez partie prenante. Il a également présenté ses excuses personnelles à ses anciens collègues qu'il avait rabaissés, les aidant à trouver des opportunités d'emploi et à tisser des liens avec la communauté. La transformation de Trevor a inspiré beaucoup de gens. Nul ne doit rester prisonnier d'un passé honteux s'il souhaite sincèrement se racheter. Jessica Miller, autrefois symbole de la peur et de la complicité, a elle aussi perdu sa carapace. Elle avait longtemps pensé que la frontière entre gentillesse et complicité était ténue. Au début de Second Chance, Jessica évitait tout contact visuel, ses camarades terrifiés ne voyaient qu'une femme effrayée et silencieuse. Mais avec le soutien de psychologues et de ses camarades de formation, elle a pu regarder son passé en face. Fini les démentis et les excuses, elle a appris à se demander ce qui compte le plus, sa sécurité personnelle ou faire ce qui est juste. Jessica a ensuite réintégré le service client d'un aéroport local, où elle a aidé des voyageurs ayant des besoins spécifiques. Elle y a défendu les passagers issus de minorités, dénoncé les préjugés de ses collègues et même accepté l'isolement pour défendre la justice. Elle a partagé son parcours lors de tables rondes, exhortant les nouveaux agents de bord à « parler haut et fort », même si cela risque de coûter votre emploi ou votre carrière. Jessica a également fait du bénévolat dans des centres d'aide aux victimes de violences, enseignant la communication, l'autonomie et, surtout, le courage de briser le silence. Sa voix autrefois tremblante est devenue chaleureuse et ferme. Une voix peut être une petite bougie dans l'obscurité, mais plusieurs bougies chassent la nuit. Le capitaine James Reynolds, pilote aguerri et réputé pour son commandement imperturbable, a trouvé un nouveau sens à sa vie dans ces dernières années. Être rejeté par l'industrie l'a profondément touché. Il croyait que la réputation était éternelle. Mais dans Second Chance, Reynolds a constaté que de nombreux jeunes pilotes partageaient les mêmes préjugés et les mêmes silences dangereux que lui. Il a choisi de ne pas retourner dans le cockpit. Il est devenu instructeur pour des programmes de sécurité aérienne et d'équité, enseignant aux recrues non seulement les techniques de vol, mais aussi un leadership fondé sur l'équité, l'empathie et la conscience. Il concluait souvent ses cours par le mantra de Maya le jour de la remise des diplômes, dans le ciel, personne n'est petit. La justice ne vient pas de l'uniforme, mais du cœur du leader. Reynolds s'est également associé à des organisations internationales de défense des droits de l'homme dans le secteur des transports, partageant son expérience pour mettre en garde les autres compagnies aériennes contre la répétition de ses erreurs. Au crépuscule de sa vie, il s'est fait connaître non pas pour ses heures de vol, mais pour sa capacité à semer l'empathie et la compréhension auprès de la génération suivante. La renaissance de Trevor, Jessica et Reynolds ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est forgée dans la douleur, le remords et un courage sans faille, sous le regard du monde entier. Ils ont tourné la page de leur passé, véritables témoins d'une culture qui pardonne, grandit et ose réparer les erreurs où l'épanouissement personnel devient le plus grand honneur. Lorsque Maya Richardson a réfléchi au parcours de Second Chance, elle a compris que ceux qui osent admettre leurs fautes et renaître de leurs cendres sont les graines les plus fortes pour un monde véritablement juste et humain, un monde où l'expiation n'est pas une tâche, mais un profond point de fierté dans notre maturité collective. Depuis la renaissance de Skylux Airlines, portée par une réforme radicale, le ciel américain n'a jamais été aussi clair sur les vols arborant son logo.
Ce renouveau ne se mesure pas seulement à la hausse de ses résultats financiers ou à des revenus records. Il est attesté par la nouvelle réputation à toute épreuve de Skylux en matière d'éthique des affaires, de confiance du public et de bonne volonté. Ce dont beaucoup de compagnies aériennes et de grandes entreprises ne rêvent que, Skylux l'a réalisé grâce à un acte audacieux, affronter ses échecs de front, réorganiser à la racine et oser faire les choses correctement. La preuve de son succès va au-delà de la presse internationale élogieuse ou du retour de passagers VIP écornés par un scandale. Les scores de satisfaction client ont grimpé en flèche, quel que soit le groupe démographique, origine ethnique, âge, sexe, origine. Enquête après enquête, des médias prestigieux ont classé Skylux parmi les 5 premières entreprises américaines en matière de diversité et d'inclusion, un lieu où les grands investisseurs affluent désormais, non seulement pour réaliser des profits, mais aussi pour participer à cette formidable renaissance. Skylux a mis en place des programmes synchronisés de formation, de mentorat, de soutien aux minorités et de restauration de la dignité de ceux qui étaient autrefois marginalisés dans le secteur des services. Skylux n'est plus synonyme de luxe privilégié, mais porte désormais haut les couleurs de l'équité responsable, une réussite que même ses concurrents doivent reconnaître. Au cœur de ce succès se trouve Maya Richardson. Plus jeune PDG noire a inspiré le respect dans la finance et la technologie, elle est devenue un symbole vivant de compassion et de courage. Les médias, les universités et les organisations civiques l'invitent à s'exprimer et à raconter comment elle a combattu l'injustice, combattu sans punir les malfaiteurs et leur a plutôt offert une véritable seconde chance de se racheter, de grandir et de donner en retour. Par son exemple de pardon et de leadership, Maya a inspiré une nouvelle génération de dirigeants, non pas avec des slogans autoritaires ou un personnage de guerrière de la justice, mais avec la conviction inébranlable que l'humain compte plus que le pouvoir, et que le progrès prime sur la punition. Des organismes de défense des droits de l'homme et des revues prestigieuses ont classé Maya parmi les femmes les plus influentes au monde en matière d'innovation sociale et d'éthique des affaires. Pourtant, la plus grande réussite n'est peut-être pas une compagnie aérienne, une action en plein essor ou un trophée sur une étagère, mais le profond changement de conscience publique sur la justice, les préjugés et la rédemption. Sur les forums du monde entier, l'histoire de Skylux et de ses méchants repentis au Trevor, Jessica, Reynolds, Karen est la preuve vivante que la justice n'est pas seulement une punition ou la fin des méfaits. C'est une invitation à grandir, à guérir et à recommencer. Personne dans notre société n'est à l'abri de l'erreur. Seule une société suffisamment audacieuse pour affronter ses défauts, les corriger, pardonner et investir véritablement dans l'épanouissement de chacun peut revendiquer une véritable force et une véritable civilité. Tel est l'héritage de Maya Richardson aux générations futures. La justice n'est pas une ligne tracée entre gagnants et perdants. La justice est le pont que nous traversons tous ensemble pour que personne ne soit laissé pour compte sous ce nouveau ciel. Chaque vol Skylux est plus qu'un voyage de ville en ville. C'est un voyage d'espoir, de dignité et de foi en un avenir où la justice réside non seulement dans la loi, mais aussi dans le cœur humain. L'histoire touche peut-être à sa fin, mais son message perdure. La véritable justice permet à chacun de s'élever, transforme les erreurs en progrès et suscite une société qui aime, pardonne et aspire à ses idéaux les plus élevés. Ce n'est qu'en affrontant nos préjugés cachés que nous pourrons véritablement changer. Si vous avez apprécié ce voyage inspirant, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine grande aventure. Merci de voyager avec nous.